Sauf problème de mémoire. Bon. Merci, il y en a un. Sauf problème de mémoire de votre côté ou d'une autre, on était en train de faire de l'allocation des registres. Et si je ne m'abuse, on en était à discuter. On avait vu l'algorithme, à savoir que c'est de la simplification de graphes. Hein. On retire les nœuds les plus simples, ceux qui ont moins de voisins qu'il n'y a de couleurs, autrement dit de registres. Par conséquent, on sait qu'à l'étape de reconstruction du graphe, on pourra toujours trouver une couleur à leur associée. Donc on fonctionne par simplification successive du graphe jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un nœud. Ce nœud, on lui donne une couleur arbitraire et puis on reconstruit. Voilà, on a fait notre allocation des registres en utilisant comme métaphore la coloration d'un graphe. Trouver une affectation de couleur pour chaque nœud de façon à ce que jamais deux voisins, deux nœuds qui sont liés par une arête, ne portent la même couleur. On fait ça sur le graphe d'interférence ou le graphe d'exclusion mutuelle. Et puis voilà, ça y est, on a trouvé une façon d'allouer les couleurs ou les registres à chacune de nos temporaires. On a travaillé sur le fait qu'il peut y avoir des cas problématiques. Hein. Tous les programmes, évidemment, n'ont pas la générosité de produire un graphe avec des nœuds avec un graphe qui soit totalement simplifiable. Et on en est arrivé à l'idée qu'il va falloir décider qu'il y ait des gens susceptibles d'aller sur la pile. On avait parlé de spilling. Et ma foi, plutôt que de jeter l'éponge tout de suite, plutôt que de décréter tiens, il y a des gens, mon graphe termine sur quelque chose qui est non simplifiable, tous les nœuds qui restent ont plus de voisins qu'il n'y a de couleurs, j'abandonne. Plutôt que d'abandonner, on avait constaté qu'on pouvait avoir une petite approche d'optimisme et de se dire a priori, je n'ai pas garanti de pouvoir reconstruire mon graphe après coup, de pouvoir recolorer après coup, mais il n'empêche qu'on peut essayer et dans certains cas, ça suffira. Et si ça ne marche pas, on a constaté qu'il fallait envoyer les gens sur la pile. On verra ça plus en détail. On va faire un exemple plus complet cette fois-ci, où on va rajouter un désir supplémentaire, en plus de la contrainte de jamais deux personnes ne doivent porter la même couleur lorsqu'elles sont voisines. On va rajouter le fait que parfois, on a envie de donner la même couleur à deux temporaires. Regardez l'exemple qui est ici. J'ai une affectation qui part de T2 et qui arrive dans T3. Et ma foi, si j'arrive à faire une allocation des registres sur cet exemple dans lequel T2 et T3 se voient allouer le même registre, j'élimine une affectation. C'est pas grand-chose éliminer une affectation, certes, mais ma foi, les grands gains commencent par de petites économies. Et si ça se trouve, on est en plein milieu d'une boucle. Si on est en plein milieu d'une boucle, c'est déjà ça de gagner. Ce qui donne d'ailleurs une indication que si on veut faire les choses vraiment façon industrielle dans un compilateur assez agressif, il va peut-être falloir donner des poids différents aux affectations qui sont au sein d'une boucle par rapport aux affectations qui ne sont pas dans une boucle. On devine qu'il va y avoir un moyen pour les compilateurs industriels de se lancer dans des choses beaucoup plus avancées. Mais il y a un autre cas où ça va être précieux pour nous de pouvoir reposer sur la connaissance qu'on a de notre allocateur des registres et sur le fait que dans la mesure du possible, il va chercher à éliminer les affectations inutiles. Vous voyez déjà où ou pas? On le verra par la suite, mais est-ce que vous devinez où est-ce que cette faculté que pourrait avoir notre allocateur des registres de chercher à éliminer les affectations triviales comme celle-ci nous simplifie grandement la tâche ailleurs? On le verra. C'est moins de registres utilisés. C'est On utilise moins de registres parce que la valeur de l'affectation sur la note. On utilise moins de registres, oui, c'est vrai. Mais non, ce que ça va nous faire gagner est ailleurs. Une instruction. Ça nous fait gagner une instruction, ça je suis tout à fait d'accord, mais où est-ce que ça... Disons que ce petit truc, quand vous le rajoutez, en soi ça a de la valeur, mais ça permet aussi de simplifier la gestion de quelque chose qui sinon est assez problématique. Et il y a quelque chose ailleurs, dans les appels de fonctions, qui, si on est obligé de se le panner à la main et de le gérer à la main, peut devenir vraiment embêtant, technique, et je dois faire ça dans tel cas, etc. Alors qu'on peut tomber dans un cas général si on sait qu'il y a ces choses-là qui se passent bien. C'est pas grave, on le verra par la suite. Bon, donc vous l'aurez compris, hein, c'est exactement comme au moment où on avait nos blocs basiques, et on était en train d'essayer de transformer notre représentation intermédiaire de haut niveau en représentation intermédiaire de bas niveau en normalisant les conditionnels jump.
à ce moment-là, on avait essayé de faire en sorte que quand on terminait par un saut, on mettait la destination du saut juste derrière, de façon à pouvoir éliminer le saut. Ici, c'est la même idée. Est-ce qu'il y a moyen de faire des choses intelligentes qui me permettent d'éliminer des instructions et faire de l'optimisation de code, c'est quand même typiquement aussi retirer des instructions inutiles. Bon. Puisqu'on va être intéressé par remarquer le fait qu'il y a une affectation, il y a une espèce d'affinité entre T2 et T3, ben, il va falloir cette fois-ci que notre graphe soit en mesure de coder cette information. On n'a plus un graphe avec un seul type d'arête, on a deux types d'arêtes, on a aussi des arêtes qui nous disent qu'il y a affinité entre T2 et T3 dans la mesure du possible. Ce serait fantastique d'arriver à leur donner la même couleur. Et ma foi, puisqu'on est en train d'essayer de colorer ce graphe, moralement, le fait de vouloir leur donner la même couleur, c'est vouloir les traiter comme un seul nœud. Donc on a envie de fusionner, coalesce in English, on a envie de fusionner T2 et T3 dans le graphe avant de se lancer dans la coloration de ce graphe. Remarquez qu'on a un bénéfice ici, qui est assez proche de l'idée de dire qu'on utilisait moins de couleurs, hein. C'est que ce faisant, ici, dans cette situation-là, on a facilité les choses. T1 et T4, étant donné qu'ils avaient deux voisins auparavant et que ces deux voisins ont été fusionnés, cette fois-ci, ils n'ont plus qu'un seul voisin. Dans le cas général, donc, on a la possibilité de diminuer la complexité du graphe. Évidemment, ce n'est pas le cas général. Hein, vous pouvez très bien avoir que T2 a une armée de dépendance ici à droite, que T3 a une armée de conflits à gauche. Quand vous faites l'union des deux conflits, vous en avez beaucoup plus. Donc ce n'est pas le cas général que ça simplifie, mais ça peut simplifier. Alors, on veut faire de la coalescence, on veut faire de la fusion de nœuds pour lesquels on a des moves. Comment on va faire ça? Il y a plusieurs approches. La coalescence conservative, l'idée, ça va être de dire je ne veux pas que le graphe que j'obtiens à l'arrivée soit plus compliqué. C'est-à-dire, je ne veux pas fabriquer de nœuds de degré significatif ce faisant. Je ne veux pas, quand je fusionne, fabriquer de gens qui deviennent plus difficiles. D'une façon plus claire, plus explicite, on va avoir deux nœuds A et B, on va décider qu'on va les fusionner. Alors, deux critères. Il y a le critère de Briggs qui nous dit que A et B seront fusionnés quand le nœud qui en résulte a moins de K voisins de degré significatif. Bon, déjà, les voisins de degré non significatif, on peut les oublier. Hein. On sait que c'est des gens qu'on va pouvoir simplifier. C'est presque comme s'ils étaient déjà plus sur le graphe. Mais bon, ils sont quand même sur le graphe. Oui, quand on y réfléchit, on a maintenant deux étapes qu'il va falloir manipuler à tour de rôle. Il y a celle de fusion et puis celle de simplification. Mais on a envie de faire celle de fusion avant, parce que ce serait bête de se retrouver à simplifier des nœuds qu'on aurait eu envie de fusionner. Donc on veut faire les fusions avant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas encore éliminé les gens qui sont de degré non significatif. Mais moralement, c'est comme si on les avait déjà retirés, si vous voulez. Donc l'idée, ça va être de se dire, quand je regarde le graphe, une fois que j'aurai fait les simplifications après fusion, je ne veux pas avoir introduit un nœud qui soit devenu significatif. Il veut dire quoi, le conservatif? Conservatif, ça veut dire qu'il y a des cas où on va rater une opportunité de fusion, mais voilà, on ne veut pas en faire trop. Vraiment, l'idée, c'est de dire éliminer un move, c'est super. N'empêche que le risque, c'est quoi? C'est de se retrouver à avoir avec de fabriquer un graphe qui est tellement contraint que j'ai éliminé un move, mais j'ai gagné un spill, et il y a quelqu'un qui est sur la pile. Et ça, c'est un coup qu'on a envie d'éviter. Donc, le plus possible, on va essayer de faire de la fusion, mais sans jamais compromettre la colorabilité du graphe. Et le critère de George, alors là, il est aussi très facile à comprendre, mais il faut juste bien l'écouter. Le critère de George, il prend deux critères. Hein. On va fusionner, il est orienté cette fois-ci, si vous voulez. On va fusionner B dans A. Si tous les voisins de A sont ou bien négligeables, ou bien ils sont déjà en conflit avec B. Il n'y en a pas un qui se résout à l'autre. Hein. Entre Briggs et George, ils sont complètement différents. Mais ils sont tous les deux dans la même idée de savoir qu'est-ce que je peux faire qui me permette de fusionner sans risquer de tomber sur un graphe qui n'est plus colorable. Ici, c'est de dire que de toute façon, les gens non significatifs, on s'en moque. Mais si B est déjà fortement contraint, très fortement contraint,
et que A l'est très peu, ben, je m'en fous de ce qui arrive à partir du moment où toutes les contraintes de A étaient déjà des contraintes de B. Il ne se passe rien. Dans le nœud qui en résulte, il n'est pas plus compliqué, mon nœud AB, que ne l'était le nœud B. Alors il se trouve que ce critère est vraiment très intéressant parce que qu'est-ce que vous connaissez comme nœud dans votre graphe qui soit naturellement maximalement contraint? Qui c'est qui n'est pas fusionnable? Qui c'est qui ne se peut pas se voir allouer la même couleur que les autres? Tous les registres matériels. Et au moment où vous faites votre coloration, non seulement vous allez expliciter toutes les temporaires pour lesquelles vous cherchez une allocation des registres, mais pour des raisons qu'on verra ensuite, vous allez aussi avoir des nœuds pour frame pointer, stack pointer, return value, etc. Ils seront tous là. Et ces gens-là, ils sont évidemment fortement contraints puisqu'ils sont en exclusion mutuelle avec tous les autres registres. Et donc par définition, ils sont déjà ils sont de degré significatif. Et ils sont en conflit avec tout le monde. Donc si on s'arrêtait par exemple au critère de Briggs, ça voudrait dire que quand on a un move entre un vrai registre matériel et une temporaire, on ne pourrait jamais les fusionner. Parce que le critère de Briggs ne s'appliquerait jamais, alors que celui de George s'applique parfaitement. Si ici vous avez un registre matériel, ben voilà, il est en conflit avec tous les autres registres matériels, mais ce n'est pas un problème pour l'autre qui serait une temporaire. Donc ce registre peut s'appliquer. Excusez-moi, ce critère peut s'appliquer. On va voir pourquoi c'est important de pouvoir l'appliquer ici. Alors, petit exemple qu'on a déjà vu. Cette fois-ci, on va s'intéresser vraiment à essayer de tirer parti du fait que ici on a une affectation de D vers C, ici on a une affectation de D vers C, et ensuite une de J vers B. D'accord? Ou de B vers J. Bon, alors je me souviens plus du tout de l'ordre dans lequel sont faites les choses. Est-ce que C et D sont fusionnables? Si on fusionne C et D, qu'est-ce qu'on obtient? C'est tous les voisins de B, à savoir M et B, sont déjà des voisins de D. Donc il n'y a pas de problème, on n'est pas en train d'augmenter la complexité. Le critère de George accepte cette fusion-ci. Et puis ici, alors J, il est en voisin avec E, qui est le cas de B. J est voisin de D, qui est aussi le cas de B. Qui on a d'autres? F, ce n'est pas le cas, mais on a 4 couleurs et il est de degré non significatif, donc on s'en moque. D, je l'ai déjà dit. K, ça se voit pas très bien, ça sort du tableau, mais il est déjà en conflit, c'est pas un problème. Il nous reste H et G, qui tous les deux sont de degré non significatif, donc au total, les deux fusions proposées sont faisables. Bon, on a commencé par faire l'allocation des registres. Enfin, on commence par faire la simplification. Je ne sais plus pourquoi on a fait ça. Mais voilà. On a décidé enfin de faire la fusion entre C et D. Bon, là, je suis désolé, je n'ai pas encore trouvé d'astuce qui me permette de faire en sorte que mon graphe soit stable. Là, il faut réallouer les orientations des uns et des autres. Continuer à faire la simplification. Il n'y a aucune surprise. On peut le refaire lentement si vous voulez, mais est-ce qu'il y a une étape qui échappe à quelqu'un là-dedans? Après, c'est juste regarder qu'on a bien respecté les conflits, mais il n'y a pas d'arnaque. Vous pourrez regarder les transparents et le refaire tout à loisir, ou simplement d'avoir à le faire au moment du partiel, comme vous voulez. C'est à votre discrétion. Et puis maintenant, processus contraire, on dépile et on colore. Là, on colore J et B. Alors, ça se voit pas très bien, mais il y a une différence de police là. Bon, il faudrait peut-être que je change de convention. Mais ça veut dire que je colore le nœud J et B, et ça veut dire que je vais fusionner J et B. C'est subtil. Donc là, on continue de colorer, puis là maintenant, ça y est, on sépare. Et à nouveau, on sépare C et D. On sépare C et D. K, H et G. Et youpi, on a trouvé notre coloration de graphe, voici. On a trouvé notre allocation des registres. Et du coup, voici le code que l'on obtient avec, ici, c'est commenté, une affectation qui a disparu et deuxième affectation qui a disparu. Sympa. Vous arrivez à me donner une énergie, je me sens porté par la vague là. Hein. Alors, les nœuds précolorés, depuis le temps que je vous en parle, les nœuds qui sont précolorés, c'est qui? Ce sont les vrais registres matériels. Évidemment, stack pointer et frame pointer. Alors pourquoi évidemment? Mais parce que dans tout le code qu'on est en train de générer, eux, ils sont là.
On a beau ne pas avoir encore fait l'allocation des registres, c'est-à-dire décider de quel temporaire habiterait quel registre matériel, il n'empêche qu'on a quand même déjà émis du code qui sait qu'il y aura certaines variables qui sont sur la pile et on les a manipulées avec frame pointer, qui sait qu'il va falloir faire de l'allocation et désallocation de piles, donc manipuler stack pointer, etc. Nos conventions d'appel, quand on les a traduits en pré-assembleur, il y a déjà frame pointer, stack pointer. Et il va falloir les gérer, ces gens-là. Mieux que ça, souvenez-vous du protocole, le prologue, qu'est-ce qu'il fait? Alors vous avez frame pointer, stack pointer précédent. Le premier truc que doit faire le prologue de la fonction, moralement, on doit faire l'allocation du frame. C'est-à-dire, on va descendre frame pointer sur stack pointer et on va avancer stack pointer. Mais il n'empêche que quand on aura fini, il va falloir ramener frame pointer sur, va falloir ramener stack pointer sur frame pointer. Ça, je sais faire. Et maintenant, ouais, il faut restaurer frame pointer à la valeur précédente. Donc, rewind. J'étais là. Premier truc à faire, sauvegarder frame pointer. D'accord? Et sauvegarder frame pointer, soit vous êtes pessimiste et vous vous dites ouais, bah, de toute façon je vais avoir besoin de tous mes registres, donc je vais sauvegarder frame pointer sur la pile. Ce qui est dommage, parce qu'après tout, si vous avez de la chance, votre fonction elle a besoin de très peu de registres. Et pourquoi imposer à votre pauvre fonction d'aller sauvegarder frame pointer sur la pile si vous pouvez le faire dans un registre? Donc ça y est, comme vous le voyez, on est déjà en train d'introduire dans notre épilogue, prologue, et épilogue aussi d'ailleurs, des relations entre les registres matériels comme frame pointer et des temporaires qui nous servent à sauvegarder l'ancienne valeur de frame pointer. Vous voyez, on a déjà des instructions qui mélangent les registres matériels avec les temporaires. Puis c'est pas tout, hein, il va aussi y avoir tous les arguments rentrants, les arguments sortants, bref, toutes les conventions d'appel, tous les gens qui interviennent dans la convention d'appel, on va les voir apparaître dans le prologue et l'épilogue. Et évidemment, les registres matériels sont tous en interférence les uns avec les autres. Alors si on avait une implémentation orientée objet, par exemple, on pourrait dire, bah voilà, sur les registres matériels, je donne un type de nœud très particulier. Quand je leur demande le nombre de voisins, ils me répondent l'infini systématiquement. Pourquoi pas? Ce serait une façon de le faire. Ils ne peuvent jamais être simplifiés. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait pour les temporaires sous la responsabilité de l'appelant et les temporaires sous la responsabilité de l'appelé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a rien à faire. L'allocateur des registres, s'il est bien implémenté, il va gérer ça tout seul. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à condition d'avoir accepté d'émettre du code qui est a priori idiot. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de la sélection des instructions et quand on avait dit qu'il va falloir produire le prologue et l'épilogue. Souvenez-vous, il y a un endroit où systématiquement nos fonctions elles commencent par sauvegarder tous les registres sous la responsabilité de l'appelé et restore sans avoir même regardé si on en avait besoin ou pas. Pourquoi? Parce que justement on va pouvoir reposer sur l'allocateur des registres pour décider si c'est nécessaire ou pas nécessaire. Donc ça va juste marcher à condition d'une part, avoir accepté d'émettre un prologue et un épilogue un peu idiot, bébête, je sauvegarde et je restaure tout le monde, et aussi de donner suffisamment de métadonnées à notre algorithme pour qu'il puisse fonctionner. Et les métadonnées, on les a déjà discutées la fois dernière, elles sont juste écrites ici à nouveau, de rappeler que quand vous regardez un appel, quand vous regardez un call, la question pour votre allocateur de registre, c'est comment est-ce que je peux prévenir mon allocateur de registre que tous les registres qui sont sous ma responsabilité vont se faire écrire. Par définition, les registres qui sont sous les temporaires ou les registres qui sont sous la responsabilité de l'appelant, ça veut dire que ce n'est pas de la responsabilité de l'appelé, ça veut dire que ça n'est pas préservé au travers d'un appel. Autrement dit, il faut considérer qu'il y a une écriture dedans. On va tout simplement annoter dans nos métadonnées, on va dire qu'un call détruit tous les registres qui sont sous la responsabilité de l'appelant. Et puis, dualement, les registres qui sont sous la responsabilité de l'appelé, eux, ils sont définis à l'entrée de la fonction et ils sont utilisés à la sortie de la fonction. Quelle est l'idée? On devrait presque l'écrire à l'envers. Évidemment, on devrait presque écrire d'abord le exit et ensuite l'entrée. Le fait qu'il soit sous la responsabilité de l'appelé, ça veut dire que moralement, celui qui vous appelle compte sur leur valeur. Donc ils sont live out de vous, et s'ils sont live out de vous, ça veut dire qu'évidemment il fallait qu'ils soient donnés à l'intérieur.
enfin qui soit live in à l'entrée, et c'est comme ça qu'on va l'exécuter à coup de used et à coup de def. Voilà. Et si vous réfléchissez bien, et que vous faites aussi quelques dessins, on va en voir quelques-uns, vous allez voir que tout se met merveilleusement bien en place. Ça va être simplement des questions de pression sur les registres, sur l'allocateur de registres, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup de registres ou pas. C'est cet aspect-là qui va gérer tout seul la résolution de savoir quelles sont les sauvegardes temporaires qui sont nécessaires et celles qui ne sont pas nécessaires. Alors l'exemple, c'est concrètement, je vous l'avais dit, hein, les $S, là, ce sont les gens qui sont sous la responsabilité de l'appeler. Donc ici, vous avez un prologue de fonction et ici, vous avez son épilogue. On sauvegarde tout le monde. Dans le prologue, on restaure tout le monde à l'épilogue. Et puis, on a toutes nos annotations. Hein. D'abord, le fait que tous ces gens-là sont live in, autrement dit, qu'ils sont def à l'entrée de la fonction et ils sont use à la sortie de la fonction. Au même titre que frame pointer, return address, etc. Et puis chacune de vos instructions, regardez, ici on voit bien que x11 est défini et s0 est use. Qu'est-ce qu'on a gagné ici là sur s0? Le fait que s0 soit def ici et use là, qu'est-ce qu'on a gagné vis-à-vis de f0 sur le reste du code? Je ne sais pas parce que je ne suis pas sûr de savoir ce que tu veux dire par un nœud en moins. Là, les nœuds sont là. Ton graphe d'interférence, toutes les temporaires et tous les registres matériels vont apparaître dans ton graphe. Que ce soit quelqu'un qui vit longtemps ou qui vit pas longtemps. Mais ici, qu'est-ce qu'on a gagné du fait que S0 est def là et use là? Elle est complètement disponible, S0 ici. Complètement disponible. La vivacité de ce S0-ci commence là et il termine là. Et il y a une deuxième période de vie de S0 qui est au moment où on la restaure de là jusqu'au use qui est ici, c'est-à-dire à la fin de l'épilogue. Mais concrètement, vous venez de rendre S0 totalement disponible au milieu au sens où ces gens-là ne sont plus en conflit. Si on n'avait pas sauvegardé F0 ici et qu'on n'avait pas restauré S0 ici, il faut bien comprendre que ça voulait dire que S0 était vivante du début à la fin de votre fonction et clairement, elle n'était plus une ressource disponible pour qui que ce soit. Si elle est vivante pendant toute la durée de la fonction, elle va être en conflit avec toutes les temporaires et tous les registres à l'intérieur de votre fonction. Là, vous lui avez réduit une petite période de vie ici, juste le temps de la ranger, une petite période de vie ici, juste le temps de la restaurer et elle est disponible pour vous au milieu. Moralité, si votre programme a besoin de beaucoup de registres parce que vous faites un gros calcul, il va être super content d'utiliser S0 entre là et là. Oui? Ce qui veut dire concrètement que qu'est-ce qui est arrivé à X11? Qu'est-ce qui est arrivé à X11? X11, désolé camarade, t'as pas de place, t'habites la pile. Donc le code, qu'est-ce qu'il va devenir? S0, je le sauvegarde sur la pile. S0, je le récupère de la pile. D'accord? Imaginez inversement qu'il y ait peu de pression sur vos registres. Et en particulier, on n'a pas besoin de S0, j'ai déjà bien assez avec tous les autres. Qu'est-ce qui va se passer ici? Vous êtes en train de fabriquer un graphe d'interférence avec une affinité entre S0 et X11. Comme S0 n'est pas nécessaire, votre allocateur de registre va décider de fusionner X11 et S0. Ce faisant, la sauvegarde de S0 vient de sauter et la restauration de S0 vient de sauter. Et bien sûr, là où c'est plus intéressant, c'est que ça marche pour S0, S1, etc. Donc vous pouvez évidemment vous retrouver avec le cas panaché où il a réussi à ne pas avoir besoin de sauvegarder S7, 8, 9 parce qu'il n'en avait pas besoin, mais il avait besoin des tout premiers registres et il se les fait. Donc le truc se règle tout seul et il va sauvegarder les registres dont il a réellement besoin. Et les autres, juste, il n'y touche pas. Mais vous avez vu, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on n'a pas écrit un if. On n'a pas rajouté un petit bout d'algorithmique pour dire alors si j'ai pas beaucoup de registres, je voudrais que S0 soit sauvegardé, sinon non, j'en ai pas besoin. Non, on a juste fabriqué le graphe, on a juste mis les bonnes métadonnées et le truc tourne tout seul.
Et c'est lui-même qui va résoudre, le fait de est-ce qu'on va rajouter les sauvegardes ou pas. Bon, voilà, allez, c'est parti. Encore un exemple de tous les exemples que je vous ai montrés de graphes sont tirés du bouquin d'Apple. Encore un exemple d'Apple. Ici, un petit bout de C que je vous laisse découvrir. Et puis le pseudo-assembleur qui correspond. Pardon ? Je n'ai même pas cherché à savoir ce que ça... Oui, c'est de la multiplication, oui, tout à fait d'accord. C'est de la multiplication, on est en train d'accumuler... Oui, c'est ça, c'est A fois B, c'est vrai. J'avais même pas regardé en fait. Oui, bon d'accord. You have a point. Alors, voici la proposition d'assembleur. Encore une fois, pourquoi s'embêter à faire de l'assembleur avec une syntaxe d'assembleur? Là, on a utilisé une syntaxe de haut niveau, mais il n'y a pas de triche, c'est bien des affectations simples ou des calculs simples et puis des branchements conditionnels simples. Voilà la traduction qu'on propose. R1 et R2 servent à l'accueil des arguments. Et puis C, A, B et tout ça sont des temporaires. C'est T1, T2, etc. C'est sur elle qu'il va falloir faire l'allocation des registres. Vous remarquerez que R3 est une variable, est un registre sous la responsabilité de l'appelé. R3 est un registre sous la responsabilité de l'appelé, ce qui se voit par le fait que notre prologue sauvegarde R3 dans C, ne touche pas à C. C ne sert vraiment qu'à sauvegarder R3 et ensuite on a la restauration de R3 ici. Donc là on a un exemple de ce dont on parlait juste auparavant, de prologue qui sauvegarde et d'épilogue qui restaure. Et puis R1 manifestement sert pour la valeur de retour. Le returnD se traduit par je stocke dans R1 mon résultat et puis effectivement une métadonnée nécessaire et qui est compatible avec ce qu'on vient d'observer, c'est le fait que R1 et R3 sont en live out. Bon, voilà le graphe. Et puis, il faudrait peut-être qu'un jour j'essaye d'apprendre par cœur. Alors pourquoi on a simplifié C? Est-ce que quelqu'un voit une bonne raison? On a 4 couleurs, on a 3 couleurs, hein. R1, R2, R3. Est-ce que quelqu'un voit une bonne raison de simplifier C ici? Significatif, 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 significatif. Donc c'est facile. Et puis significatif. C, il est en conflit avec pratiquement la Terre entière. Ce qui n'est pas tellement étonnant, hein. Premier truc qu'on fait, c'est l'introduire. Dernier truc qu'on fait, c'est s'en servir. Donc il a une durée de vie de fou et c'est évident qu'il va se retrouver en conflit avec à peu près tout le monde. Ouais, le seul avec qui il n'est pas en conflit finalement, c'est R3. Donc C est en conflit avec à peu près tout le monde. Et clairement, on ne peut pas le simplifier, quoi. De même qu'on ne peut pas simplifier E. En fait, personne n'est simplifiable là-dedans. Personne n'est simplifiable. Bon, puisqu'on ne peut pas simplifier, on va se lancer dans une simplification optimiste. Là, on est dans le cas où, avec un peu de chance, je vais tomber sur un graphe qui est colorable, on verra bien, mais là, je ne le sens pas bien. Bon, j'essaye quand même. Qui on pourrait supprimer, puisque personne n'est simplifiable, on va supprimer les gens qui sont vraiment terriblement embêtants, qui sont très contraints et qui ne sont pas dans une boucle. Ici, c'est bien C. Donc on simplifie C, et puis on continue. Là, on constate que cette fois-ci, c'est qui qu'on fait? A et E. Alors A et E, pourquoi on s'autorise à les fusionner? Parce que A est en conflit avec R2, ce n'est pas un problème. Non, mais tous les voisins de E sont des voisins de A. Les voisins de E, c'est D et B, et ils sont déjà voisins de A. Donc effectivement, on peut simplifier A et E sans difficulté. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste ça. Là, ça va pas le faire. Alors, A et E sont déjà en conflit. Est-ce que ça va marcher, celui-là?
Là, on a un problème sur R3. Bon, je ne sais plus ce qu'on fait en fait. B2 et R2. B2. Alors B, c'est reparti. Ici, on a un voisin qui est déjà en conflit et lui, de toute façon, est degré non significatif. Donc, effectivement, on peut y aller. La dernière fusion possible, c'est laquelle? C'est R1 avec E. Donc, R, lui, est en conflit avec celui-ci qui est degré non significatif. Donc, encore une fois, ça ne poserait pas de problème. Et puis, il nous en reste une. Non, là, ça ne va pas le faire en revanche. Parce que certes, il y a une affinité qui est ici, en pointillé, mais on a aussi un conflit. On a aussi un conflit pour une autre portion du code. Donc là, clairement, on peut pas. Là, clairement, pardon, on ne va pas pouvoir fusionner D avec ce nœud-ci, puisqu'il est en exclusion mutuelle. Donc voilà, on est parti non pas sur une fusion, mais sur une simplification. Là, il n'y a plus rien à faire, évidemment. On est tombé sur le noyau précoloré de notre graphe. On est reparti, on reconstruit le graphe dans le sens contraire. Ah. Ici, il faut réintroduire C. Et C, il est en conflit avec R1. Il est en conflit avec R2. Et il est en conflit par le biais de 3 avec la troisième couleur. C n'est pas colorable. Alors effectivement, on pourrait faire color alloc, mais color alloc, ça ne marche pas. Là, il va falloir constater que ça ne marche pas. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et donc là, ça y est, cette fois-ci, on a un vrai spill. On a un vrai spill. Il va vraiment falloir envoyer l'individu C, pour le coup, envoyer l'individu C sur la pile. Concrètement, ça veut dire qu'on avait ça comme code auparavant. Et maintenant, C, on va l'envoyer à stack pointer plus 8, dans cet exemple. D'accord? Donc ça veut dire que je reçois R3. Là, le bout de code, c'est C reçoit R1. Ça devient R3, je le mets dans C1, et C1, je le mets sur la pile. D'accord? Et puis pareil en sortie. Alors je vous repose une question que j'avais déjà posée. J'avais déjà eu la bonne réponse, mais tant qu'à faire, ça permet de remettre les choses en tête. Comment ça se fait que je pars d'un graphe avec n nœuds, et je vais vers un graphe avec n plus 1 nœud, puisque ici j'avais C, et maintenant j'ai C1 et C2. J'ai plus de nœuds. Qu'est-ce que j'ai gagné à partir de ce morceau de code-là qui me donne un certain graphe, à aller vers ce code-là qui me donne cette fois-ci plus de nœuds dans mon graphe? Qu'est-ce que j'ai gagné ici? On réduit les conflits. Et pourquoi on réduit les conflits? Parce que ça nous permet de sauvegarder des valeurs, de détruire des nœuds pour une portion de code. Dans une portion du temps, on a certains registres qui vont utiliser qui sont construits sur la stack. Je suis d'accord avec toi, mais alors là, je le vois où? C'est quoi le truc vraiment visuel que je dois sentir? Le problème du graphe, ce n'est pas sa taille. C'est à quel point il est en conflit. Et évidemment, là, il y a quelque part une relaxation sur les conflits et elle se passe où? Qu'est-ce que j'ai gagné à transformer ça en ceci? Oui, mais grâce à quoi? Ça, c'est effectivement ce qu'on va finir par gagner, mais pourquoi on est dans la bonne voie? Exactement. On vient de troquer quelqu'un qui a des conflits de ici à là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est vivant depuis l'entrée jusqu'à la fin et du coup, il est en conflit avec absolument tout le monde. Contre deux petits individus, toute petite période de vie au départ, toute petite période de vie à l'arrivée. Et en particulier, les petites périodes de vie au départ et d'arrivée, c'est dans le prologue et dans l'épilogue. Autrement dit, ça ne va pas venir m'embêter dans la manipulation du corps de la fonction. C'est vraiment deux petits endroits où là, de toute façon, j'ai pratiquement tous les registres à ma disposition. Ce qui est important, après, c'est que je les laisse tranquilles pour le corps proprement dit de ma fonction. Mais voilà, ici, ce qu'on a gagné, c'est qu'on a une micro-vie de 2 instructions ici, toute ridicule, en conflit avec personne, et une micro-vie là-haut, pareil, qui a très peu de conflits. D'accord? Bon. Si vous recalculez le graphe, vous obtiendriez ce graphe-ci, avec C1 et C2 qui sont ici, avec toutes les affinités que vous pouvez deviner en regardant le code qui est ici. Puis là, bon, c'est pareil, c'est parti. On constate que alors C1 et R3,
Oui, C1 il est en conflit avec R2 et R1, ce qui est évidemment le cas de R3, et il y a une affinité entre C1 et R3, donc allons-y gaiement. Ici on doit pouvoir mettre C2 aussi, hein. On va pouvoir mettre C2 puisque on a déjà un conflit, hop, on peut y aller. Vous remarquerez que c'est marrant quand même. Tout à l'heure il y avait... on avait séparé C en 2 morceaux et on ne savait pas qui le colorait. Finalement, on a quand même réussi à lui donner la couleur du registre qu'il était en train de sauvegarder. Il se passe des trucs marrants là. Puis on va continuer. Bon, on va pas regarder tous les cas, sauf si quelqu'un lève la main en disant j'ai pas compris. Voilà, on en arrive à ça. Ici, à nouveau, c'est plus possible de colorer parce que certes il y a affinité, mais il y a aussi exclusion. Et on reconstruit le graphe. En reconstruisant le graphe, donc le graphe, ici on a le truc marrant que C1 et C2, ils ont quand même la couleur R3, la couleur du registre qui sont là pour sauvegarder, et puis les autres sauvegardes. Ce qui nous donne ceci, d'accord, C1 devient R3, donc ça fait hop, une affectation ici qui ne sert plus à rien. La copie, du coup on va aller travailler directement sur R3 puisque C1 c'est R3, enfin bref. Une fois après avoir fait l'allocation des registres et la simplification des affectations devenues inutiles, on obtient le code que vous avez à droite. C'est vachement joli quand même, non? Ça marche tout seul, quoi. Ça juste marche tout seul. Après avoir passé 2-3 jours à débugger l'implémentation, mais une fois que l'implémentation est correcte, elle fonctionne toute seule, quoi. Alors, côté implémentation, si vous vous y prenez comme un naïf, vous êtes parti dans du quadratique, et qui dit quadratique dit que vous êtes en train de faire perdre des cycles de vie à votre utilisateur, et l'utilisateur c'est typiquement vous, donc vraiment vous n'êtes pas content. Non, on n'a pas du tout envie d'un compilateur qui s'amuse à avoir des algos en carré ou des trucs coûteux. Surtout quand il y a la possibilité de faire tomber dans le linéaire en utilisant une gestion astucieuse de ce qu'on appelle les worklists. Les worklists, l'idée c'est qu'on va souvent avoir besoin de savoir quels sont les nœuds non significatifs, quels sont les nœuds qui sont candidats à fusion, etc. Et vous n'avez pas envie de faire un parcours du graphe à chaque fois pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disponible pour une fusion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Donc vous allez plutôt prendre votre graphe de départ, et puis ensuite parcourir votre graphe et puis mettre les gens dans les files d'attente. Ça, c'est quelqu'un qui demande une fusion. Ça, c'est quelqu'un, vous faites une file de priorité pour les gens sur les degrés de voisins. Comme ça, vous savez rapidement quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui est non significatif, etc. Puis quand vous retirez un quand vous retirez un nœud, vous prenez tous les voisins et puis vous mettez à jour. S'il y a des voisins qui brutalement sont devenus non significatifs, vous les retirez de la liste des gens qui sont de degré significatif pour la mettre dans la liste des gens qui sont de degré non significatif. Enfin bref, si vous faites juste une gestion intelligente des ressources, à bien tenir à jour la liste des précolorés, enfin oui les précolorés, on ne va pas y toucher, mais la liste des fusionnables, la liste des degrés significatifs, etc., vous tombez sur des implémentations plus efficaces. Cela dit, vous allez aussi constater que ce graphe d'exclusion mutuelle, on va avoir deux types de requêtes très souvent qu'on va avoir envie de faire. Par exemple, vous avez deux individus qui appellent à fusion. Pour pouvoir faire fusion, il ne faut absolument pas qu'il y ait, on en a vu des exemples, qu'il y ait conflit. Donc il y a des fois où vous avez envie d'interroger votre graphe en lui demandant y a-t-il une arête entre tel et tel nœud. Ça appelle quoi comme implémentation du graphe? Matrice. Là, on a envie d'une matrice d'adjacence. Ouais, mais parfois vous prenez un nœud et vous voulez vous le simplifier, ce qui va avoir un impact sur tous ses voisins, et donc vous voulez itérer sur tous les voisins de ce nœud, ce qui appelle une implémentation en liste d'adjacence. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On veut les deux? Il n'y a qu'à avoir les deux. Oui, la bonne approche, des fois, c'est d'avoir des structures redondantes en fonction des requêtes que vous voulez faire. Et là, il se trouve qu'on a vraiment envie de faire les deux types de requêtes avec des profils assez similaires. Donc, vous faites un graphe qui va implémenter les deux. Vous faites un graphe avec liste et matrice d'adjacence. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la Bible, à savoir le bouquin d'Apple, dans lequel il y a 2 ou 3 pages, dans lequel l'allocateur des registres est décrit complètement en détail. C'est très clair. Bon, et puis il y a d'autres alternatives à la coloration de graphes, mais je n'ai même pas envie d'en parler, c'est pas très marrant, on va laisser tomber. Et on en est à un moment d'émotion, où après quelques questions dont je sens qu'elles vont être intelligentes et très motivées, on va dire au revoir à ce cours de construction des compilateurs. Alors, y a-t-il des questions?
C'est très clair. Ok. 44 minutes. Alors là, je ne sais pas très bien à quelle sauce vous consommez en ce qui concerne la typologie des langages. Et j'ai le choix entre parler un petit peu de routine et parler un petit peu du langage FL. Les routines. Peut-être que d'ailleurs les routines, c'est un cours court. Donc je pense qu'il va pouvoir tenir dans le temps qui nous reste aujourd'hui. Ça y est, tout le monde a swappé les pages de construction des compilateurs et vous êtes prêts pour autre chose là? On va parler de sous-programme. On va aller assez vite parce qu'en réalité, bon, il est un peu bestiaire, il est un peu catalogue ce cours, mais il y a quand même quelques idées que j'aimerais bien que vous gardiez en tête sur comment sont gérées les routines et les passages d'arguments dans différents types de langages de programmation, dont certains un tout petit peu en TDU, un tout petit peu. Ok, alors les sous-programmes, hein, on en a déjà parlé. À l'origine, c'était simplement des petits bouts de code qui étaient copiés sur des cahiers et qu'on allait mettre dans des bibliothèques. C'est pour ça qu'on dit bibliothèque et c'est aussi pour ça qu'on dit compiler, c'était récupérer les petits morceaux. Mais voilà, la gestion de petits bouts de code, quand on met tout ensemble, il y a la question de comment on gère la mémoire de l'ensemble. Et puis on va essayer d'avoir de la compilation séparée, on fait ça comment? Et puis la programmation modulaire, on en a très envie. Et ma foi, les appels de fonctions, c'est le premier niveau d'abstraction. On pourrait discuter avec les scopes, mais c'est vraiment le tout premier niveau. Et puis, ma foi, ça va avoir un impact assez considérable sur l'ingénierie du logiciel, qui est qu'on va commencer à avoir apparaître des méthodes sur comment est-ce qu'on construit les choses, et en particulier l'approche top-down, qui est de dire j'ai quelque chose de haut niveau que je voudrais faire, j'ai besoin de briques qui me fournissent tel et tel service, faisons comme si je les avais déjà, et j'écris mon algo de haut niveau en utilisant ces briques, et ensuite j'écris ses propres briques. Donc on part de main en quelque sorte, si vous voulez, et on descend jusqu'aux appels les plus bas. Et puis après, hein, si vous voulez aller plus haut, c'est-à-dire des fonctions avec de la mémoire, bon, certes vous avez statique, certes vous avez les globales, mais on sait que c'est pas bien, et c'est là où on invente les modules, c'est là où on invente les objets, enfin d'autres façons d'essayer de faire en sorte de gérer de l'état, en plus de gérer des algorithmes. Point de vue vocabulaire, parfois les gens font la différence entre une procédure, autrement dit ça retourne du void, et puis les fonctions qui, elles, retournent quelque chose. Et dans certains langages, il n'y a pas du tout de différence. Hein. Vous regardez le C ou Algol et tout ça. En utilisant le type void, on fait l'économie d'avoir un mot-clé spécial pour introduire les procédures et un autre pour introduire les fonctions. Point de vue vocabulaire, ça c'est quelque chose sur lequel on a souvent des problèmes quand on discute avec des gens, et là ce serait bien que vous gardiez ce vocabulaire. On distingue les arguments formels et les arguments effectifs. Les arguments formels, c'est le nom des variables finalement qui, dans la définition de la fonction, reçoivent les arguments de l'extérieur. C'est-à-dire ici, dans la fonction qui calcule une somme, c'est ce x-là et ce y-là. Ça, ce sont les arguments formels, par opposition aux arguments effectifs, qui sont ici le 40 et le 12, qui sont les valeurs au moment de l'appel. Argument formel, définition de fonction. Argument effectif, exécution ou appel de fonction. Puis ma foi, personnellement, j'aime bien réserver le mot paraméteur ou paramètre pour les templates. Cela dit, il faut être clair, c'est vraiment un épitanisme. Il y a pas, le reste du monde ne fait absolument pas cette différence-là. Et souvent, c'est un peu difficile. Moi, personnellement, j'ai souvent du mal à lire certains textes parce qu'il y a des gens qui écrivent paraméteur pour dire X. Voilà, X c'est le paraméteur. Et quand les gens veulent être précis, ils disent function parameter ou template parameter. Bon, enfin voilà, faites attention à ce que les gens veulent dire, mais méfiez-vous, quoi. Les routines, ouh là là, regardez, on va faire un petit peu de Fortran, ça fait trop longtemps que vous n'en avez pas fait. Ici, une routine pour échanger deux entiers, hein, I1 et I2, évidemment on les a nommés I1 et I2. Puisque vous le savez, si vous ne le décrétez pas, si ça commence par un i, c'est un entier, ce qui n'est pas le cas de t. Donc là, il va bien falloir préciser que t est un entier. Voilà un magnifique swap. Voilà un magnifique swap. Et puis, voilà comment on utilise swap dans un programme en Fortran. Une petite phrase sympa, là, hein, en Fortran, je parle du Fortran initial, heureusement, depuis les temps ont changé, il n'y avait pas de vérification entre les types effectifs et les types formels. Au même sens que d'ailleurs dans le C initial,
dans le C d'origine, Kernighan et Ricci, il n'y avait pas de contrôle entre les définitions de fonctions et les appels de fonctions sur le type des arguments. En C, voilà à quoi ressemble un swap. Personne n'a de surprise là-dessus? Il y a un piège quelque part? Oui. Une question sur le Fortran. Ouais. Vous écrivez toujours les mêmes mots en minuscule. Pour bien montrer que c'est vachement vieux et qu'aujourd'hui c'est plus comme ça. On va écrire en minuscule les À l'origine, on écrivait en majuscule. Il n'y avait qu'un seul jeu de caractères. On écrivait en majuscule parce que on n'avait pas envie qu'il y ait on voulait travailler sur un petit jeu de caractères et on n'avait pas envie. Encore une fois, il faut se souvenir que Fortran, le programmeur ou la programmeuse écrivait son programme sur des fiches et puis ensuite les fiches étaient traduites par des gens qui faisaient la perforation et on n'a pas envie qu'il y ait trop de variations. Donc vraiment, l'origine de l'informatique, c'était en majuscule, hein, vraiment. C'est ouais, enfin d'un autre côté, j'ai pas non plus tellement envie de faire de toi un programmeur super fluent en Fortran. Donc quelque part, si je te bloque, je suis pas malheureux non plus. Hein, non, mais c'est vraiment pour dire que ça, c'est du vieux Fortran. On fait plus ça, quoi. On n'écrit plus comme ça. Si j'étais vraiment méchant, je mettrais aussi il faut bien faire gaffe aux 7 premières colonnes. Hein, quand on programme en Fortran initial, c'est pas du format libre comme je vous le montre ici. Il y a les 7 colonnes initiales qui disent si c'est un commentaire, une continuité ou un label, etc. Mais bon, c'est pour donner une idée, c'est juste pour donner une idée. Bon, du C. Hein, vous avez déjà vu ça. Hein. Vous en écrivez encore beaucoup ou c'est fini le C là? Toi, t'en écris beaucoup et où? Et LSE, oui, c'est ça. Donc en fait, on va prendre les gens du LSE et les gens de Gistre et puis eux, on leur fait bouffer du C, mais les autres. Oui, voilà, c'est plus, ouais, mais. Bon, qu'est-ce que vous avez remarqué là? Qu'est-ce que vous allez me raconter sur le swap qui est ici? On peut dire beaucoup de choses sur. On peut critiquer abondamment le C. On peut aussi abondamment critiquer le C++. Il faut juste attendre que je sois sorti de la pièce, mais on peut. Indiscutablement, il y a quand même un certain bénéfice à pouvoir voir le fait que là, les arguments sont passés par adresse, quoi. Il y a un côté explicite qui parfois n'est pas désagréable. D'appeler une fonction et elle a une bonne tête et tiens, je te donne mon argument par copie, mais en fait, elle le prend par référence et elle le modifie dans mon dos. Des fois, c'est un petit peu pas très sympathique. Et au moins, il y a cet avantage-là, c'est que vous voyez les choses. Mais bon, est-ce que ça légitime le fait de ne pas avoir les références? C'est aussi relativement discutable. Module A2, mais pourquoi en majuscule? Parce que voilà, du module A2 sur les mots-clés. Ici, on a une procédure et regardez le mot-clé var qui signifie qu'on va les prendre par référence. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de se préparer à les modifier et non pas simplement en récupérer des copies. Ensuite, vous avez ADA. ADA, le problème du var, c'est qu'il n'y a que deux positions. Il y a ou il n'y a pas le var. S'il n'y a pas le var, ça veut dire qu'on passe des copies. Et s'il y a le var, ça veut dire que je passe une référence. Mais ça pourrait être agréable de pouvoir préciser. Enfin, si vous voulez, ne pas passer le var, ça veut dire que vous passez un argument rentrant. Et passer le var, c'est un argument rentrant-sortant. Ben, qu'est-ce qui manque? Sortant. Ouais, vous allez me répondre, bah oui, mais si tu veux sortir un argument, ça s'appelle la valeur de retour. Le problème de la valeur de retour, c'est le c'est pas le fait d'avoir l'air idiot, je parle du L apostrophe, c'est l'aspect unique de l'argument sortant. Donc ça pourrait être agréable de pouvoir qualifier certains arguments comme étant ou bien en entrée, ou bien en sortie, ou bien en entrée-sortie. Là, avec var, vous ne pouvez pas. En ADA, ils ont in-out. Devinez l'intérêt de in-out, c'est que vous pouvez avoir aussi in tout seul et out tout seul pour préciser que ceci est un argument sortant. Pardon? On peut le faire en Go? Un autre truc qui était bien rigolo en Fortran, c'est les variables common. Imaginez que vous avez un bloc de mémoire commun et ici, main déclare le bloc de mémoire commun, le premier slot j'appelle ça X, l'autre j'appelle Y et l'autre j'appelle Z. Et subroutine A, elle dit, ah, bah, dans
Dans la mémoire commune, le premier, je l'appelle U, V, W. Et c'est de ça dont ça parle. Ils sont tous en train de parler de la même. Puis l'autre, oh bah tiens, moi j'ai appelé ça E, F et G. Et vous imaginez comment je gère un truc pareil, quoi. En plus, les problèmes de typage, hein, parce que comme c'était pas vérifié, comme c'était pas cross-vérifié, il y en avait un qui pouvait dire ah bah tiens, ce sont des entiers. Et l'autre, il dit oh non, c'est des flottants. Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est une chaîne de caractères. Enfin, c'est trop marrant, quoi. Ok, donc voilà, la zone commune est partagée. Non, vraiment, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est sale. Ouais, c'est sale. Mais on est dans les années 50. On est dans les années 50 et la mémoire, elle est grande comme ça. Donc, arriver à discuter avec les gens qui sont à côté pour faire attention de comment on va gérer la mémoire partagée, c'était pas incommensurable. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui parce qu'évidemment, on est passé à des échelles de grandeur sur la complexité de ce qu'on est en train de faire qui n'a aucun rapport. Et puis, on est passé à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés devant nous pour nous montrer quels étaient les problèmes. Ils sont en train de chercher à résoudre un problème, mais aussi quelles sont les pas bonnes réponses. Donc, évidemment, c'est les pionniers, respect. À l'époque, vous pouvez regarder de la littérature assez marrante sur quelque chose qui s'appelle l'overlaying. La RAM est tellement ridicule sur ces machines que, par exemple, même un compilateur ne tient pas en RAM. Donc, à l'époque, et les OS n'étaient pas du tout aussi avancés qu'aujourd'hui, avec la capacité de charger des portions de pages, de machin, de ne pas charger tout votre programme, mais juste les pages qui l'intéressent, etc. Vous n'aviez pas ça au niveau de l'OS. Donc, c'était le développeur qui, quand il avait terminé une phase, il déchargeait une partie du code qui était en RAM et puis il rapatriait la partie suivante pour pouvoir continuer l'exécution de son programme, quoi. Faut quand même essayer d'imaginer ce que c'était que programmer à l'époque, hein. Et j'ai vraiment dit le programmeur de l'application à l'arrivée. Il n'y avait pas d'aide du système. Bon. Et ça s'appelait l'overlaying, des trucs comme ça. Voilà, danger. Compilation indépendante qui n'est pas tout à fait la même chose que séparée. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. La communication dans les algoloïdes, mais vous connaissez tout ça, hein. Vous savez que dans un bloc, on peut aller lire les variables qui sont accessibles dans les blocs parents, avec tous les problèmes de visibilité et tout ça. Mais il y a quelques petits trucs marrants, comme par exemple Euclide. Alors Euclide, à votre avis, qui a inventé ce langage? Avec un nom pareil, c'était forcément l'auteur de Pascal, et c'est bien lui, oui. Niklaus Wirth. Bon, Euclide, qui est un des précurseurs de Pascal, il était allé vachement loin. Quand vous aviez par exemple ici un bloc avec un... Non, ici c'est pas très marrant. Bon, ici il y a W, RW qui sont déclarés à l'extérieur. Quand vous voulez l'utiliser dans un bloc à l'intérieur, il fallait faire import. Il était allé tellement loin que même les scopes étaient fermés. Et si vous vouliez qu'il y ait des variables qui rentrent dans vos scopes, il fallait les importer. Elle n'a pas survécu, cette idée, dans sa forme initiale, à savoir de le faire pour des blocs imbriqués. N'empêche que cette idée, import, c'est quand même celle qu'on a pour les modules. Et on a la possibilité, dans Python ou dans tous les langages un peu raisonnables, de pouvoir dire, dans ce module, il y a ça qui m'intéresse, et non pas dièse include IOStream, et puis là, vous prenez 100 000 lignes de code préprocessé. Non, vous avez une vraie maîtrise de ce que vous êtes en train de faire. Le passage d'arguments. Alors là, bon, il y a des langages encore vivants. Il y en a un, on ne sait pas trop. Il paraît qu'il y a encore une dizaine d'individus qui en font pas très loin d'ici, dans une cour à côté. Mais voilà. Bon, ok, d'accord. La plupart des langages sont assez obsolètes, mais qu'importe, il y a des choses à découvrir. Alors, les passages d'arguments par résultat. Le passage d'argument par résultat, donc je l'avais annoncé tout à l'heure, c'est out en ADA. C'est le fait de dire on va écrire le résultat dans cet argument. Voici un exemple. Ici, négative. On va aller lire sur stdin, on veut aller lire un nombre et on veut s'assurer que le nombre n'est pas positif. Et on rentre dans une boucle tant qu'on n'a pas le résultat. Et bien ici, on va annoncer que out n'a pas de valeur en entrée, mais il en aura une en sortie. Petit problème, c'est qu'on va se retrouver avec une copie quand même. Hein, ici, on a une variable à l'intérieur, et puis quand on va sortir, il va falloir faire une copie. Ouais, bon, les bons compilateurs savent éliminer cette copie. Ça vous rappelle quelque chose que je viens de raconter là? Éliminer la copie en sortant?
RVO. Ah, alors, bon, je parle surtout aux gens qui ont un cours de C++ avancé soi-disant. Je ne sais pas qui est votre prof, mais si vous ne savez pas ça, il y a quelqu'un qui fait mal son métier. RVO, ça veut dire Return Value Optimization. C'est l'idée que si vous avez une fonction qui, par exemple, doit vous retourner un vecteur avec 100 entiers dedans, comment vous allez écrire cette fonction? C'est quoi le danger? C'est que si vous faites return d'un vecteur avec 100 gus dedans, ça va copier les 100 gus dedans et c'est vraiment idiot, quoi. Donc, quelle est la bonne approche? Bah, faire ça finalement, passer un argument out, autrement dit un argument par référence dans lequel vous dites à votre fonction, t'es gentil mais tu me remplis tel argument. C'est logique. Là vous avez éliminé la copie en sortie. Maintenant il faut regarder ce que vous venez d'écrire. Hein. On est parti d'un petit bout de code qui faisait auto int est égal à j'appelle ma fonction et vous vous retrouvez avec je déclare une variable de type entier, enfin du type vecteur d'entier, pardon. J'appelle ma fonction qui est supposée me remplir mon vecteur et puis après je continue. Déjà c'est très moche là, hein. Vous venez de faire déclaration et ensuite affectation, enfin caché quelque part. C'est super moche. C'est tellement évident qu'on n'a pas envie de faire ça que les compilos C++, ça fait très longtemps, pratiquement depuis le départ, hein. Ça fait très longtemps que quand vous retournez par copie un vecteur, à condition que vous ayez eu la gentillesse de ne pas écrire les choses d'une façon trop compliquée à l'intérieur de la fonction. Mais par exemple, typiquement, une fonction qui fait return de, et là je construis un vecteur, hein, return et puis constructeur de vecteur, d'accord? Sur un cas comme ça, le compiler il voit suffisamment d'informations pour savoir que dans la fonction, que dans ce cas-là, le vecteur il peut carrément le construire dans la plan et non pas dans l'appelé. D'accord? Auquel cas, il y a zéro copie. Il y a zéro copie. Dans le cas où on fait un if, on retourne un vecteur, dans l'autre cas, on retourne un vecteur, ça peut pas se faire. Genre, il peut déterminer de façon... Je n'en sais rien. À tester. À tester. Je sais pas. Cela dit, ouais, je sais pas. À tester. Bon, vous avez entendu ce que je viens de dire là? Je viens de dire que le compilateur, quand vous faites un retour par copie suffisamment explicite, suffisamment intelligible pour que le compilateur, il ne va pas faire la construction par défaut à l'extérieur et la copie dans la construction par défaut. C'est quand même ce qu'on avait écrit. Je construis ma variable prête à recevoir les arguments, autrement dit, j'appelle typiquement son défaut le constructeur, et puis ensuite, comme je le passe comme argument, non, excusez-moi, je parle de l'autre cas. Dans l'autre cas, quand vous retournez la valeur, vous avez la construction et ensuite la recopie à la sortie. Il n'y a rien qui vous gêne dans le fait que le compilateur ne fasse pas ce protocole-là, mais il aille directement mettre le résultat à l'extérieur? Bah, c'est qu'en C++, vous avez le droit d'écrire les constructeurs par copie, et que dans vos constructeurs par copie, vous avez le droit de dire Hello World, et que là, il vient de ne pas appeler votre constructeur par copie. Donc il y a quelque chose de profondément choquant dans le fait que le compilo se permette de ne pas appeler du code que vous avez écrit pour le constructeur par copie. Vous le voyez ça? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est choquant? On ne pourrait pas s'affranchir de tous ces problèmes avec du nouveau sémantique. Stop, j'arrive, une seconde. D'abord, on va rester en 98. Vous êtes d'accord avec ça? C'est tellement choquant que c'est évident que le compilateur n'a pas le droit de le faire, sauf si les constructeurs ne le font pas d'effet fort. En général, c'est la norme. Tu as raison sur ça, mais il n'y a pas suffisamment de méta-informations dans le cas général pour que le compilateur sache s'il y a ou pas les cet aspect-là. Pareil. Le compilateur, vous êtes en train de parler, vous êtes trop intelligent, au sens où vous cherchez à caractériser la situation dans laquelle le compilateur peut observer qu'il a le droit ou pas. Il y a une version vachement plus simple, hein. C'est de dire au compilateur, tu peux, mais qui a le droit de dire au compilateur tu peux? Alors l'utilisateur, quand il dit oui, alors là, le langage, il y a des règles idiotes, je ne veux pas qu'on les suive. Parfois, ça existe, par exemple, pour les opérations mathématiques, où les faire rigoureusement peut parfois être extrêmement coûteux, et tu as envie de dire, vas-y, fais les maths comme un épithéen, ça va aller beaucoup plus vite. C'est un petit peu pas complètement correct, mais voilà.
On coupe. Donc voilà, hein, y a des fois on peut dire au microprocesseur, fais des fast maths, c'est pas grave si c'est pas rigoureux, je suis plus intéressé par les performances que par la précision. Bon alors qui c'est qui a le droit de dire au compilateur, tu as le droit de faire ça? L'utilisateur, on passe des flammes. Ah non, il faut Superman. Là, vous n'avez pas compris. Là, on a l'utilisateur. Il nous faut Superman. Et qui est Superman? La norme. La norme le dit explicitement. Dans ce cas-là, le compilateur n'est pas obligé d'appeler le constructeur par copie. Il a le droit de le faire parce qu'il... Je suis désolé, c'est idiot, mais il a le droit de le faire parce qu'il a le droit de le faire. Parce que c'est écrit qu'il a le droit de faire ça dans la norme, quoi. Et pourquoi on a écrit ça dans la norme? Mais parce que c'est un cas super fréquent de devoir retourner des valeurs comme ça. Et l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est que les gens passent leur structure par référence en disant vas-y, tu me la remplis. C'est épouvantable. Je veux dire, s'il y a quand même quelque chose de super agréable dans l'invention des langages de programmation, c'est l'idée que je puisse appeler une fonction et récupérer mon argument en faisant x égale, j'appelle ma fonction. Et quand tous les autres trucs, ça marche pas bien, c'est intellectuellement, à la lecture, ça bute, enfin, on n'a rien gagné. Donc c'est tellement évident que c'est ça qu'on a envie d'écrire que là, j'allais dire là comme nulle part ailleurs, mais en fait, bon, hein, la pureté du C++ a été un petit peu tordue de façon à ce que les performances... Là, il y a un aspect pragmatique, quoi. On est super pur et totalement inefficace, ou bien... Mais on torche. Et ils ont préféré ça. D'accord? Donc en fait, il y en a deux. Il y a RVO et il y a NRVO. Named Return Value Optimization. C'est le cas où vous faites, par exemple, mon vecteur res comme result, et puis vous remplissez vecteur res, vous remplissez, etc., et vous faites return de res. Quand vous faites un return d'une variable locale, alors là, le compilateur a aussi le droit d'appliquer cette transformation. Et ça, c'est une façon de pouvoir répondre, il n'écoute pas, c'est pas grave, c'est une façon de pouvoir répondre à ta préoccupation quand on a des if, et de faire le if sur le remplissage de ton vecteur, mais de retourner que l'identifiant, de retourner la variable locale. Ensuite, il y avait une question qui était ouais, mais pourquoi pas faire des moves? Décidément, je veux tout le temps des questions, on m'en pose jamais, et là, il y en a deux qui me posent des questions, ils n'écoutent pas les réponses, quoi. Mais donc, pourquoi pas retourner par move? C'est vrai. Les moves n'existaient pas, donc on ne pouvait pas s'en servir. Mais il n'empêche qu'un move, même aujourd'hui, c'est quand même plus lent que ne rien faire du tout. Et là, quand tu retournes dans le segment de pile de l'applant, tu n'as vraiment rien fait. Par opposition à construire dans le morceau de pile, je vais le faire dans, enfin, donc là, tu as l'applant, là, tu as l'appelé. Tu construis d'abord ton objet vide dans l'applant. Tu construis ton objet dans l'appelé. Et après, tu fais ton move. Tu as quand même fait du travail plutôt que de le construire directement dans l'applant. Donc même par rapport au move, où la différence va commencer à devenir un peu plus légère, mais même dans le cas d'un move, c'est plus pénalisant que de ne rien faire du tout et de poser directement le résultat au bon endroit. By value result, c'est in et out en ADA, et par référence, c'est quand vous passez une indirection. Oula, alors attends, on recommence. In-out, ça veut dire que je fais une copie à l'envoi et out, une copie à la réception. Et par référence, ça veut dire que je donne une indirection. La différence entre les deux, il n'y a pas de copie, ça c'est clair. La référence, c'est une indirection, il n'y a pas de copie. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire? On modifie l'heure de la... Ouais. Mais bon, d'abord, la première chose, c'est que a priori, dans la majorité des cas, c'est pareil. Dans la majorité des cas, faire une copie rentrante et une copie sortante, c'est fondamentalement la même chose que de vouloir travailler par indirection. Bon, cela dit, dans les cas vraiment un petit peu compliqués, ça peut commencer à devenir différent. Et les cas un petit peu compliqués, alors là, choisissez, hein, on va en voir quelques-uns, mais dans les trucs marrants, c'est quand vous êtes en train de faire de la programmation parallèle. Hein, s'il y a plusieurs routines qui sont en train de manipuler par indirection, c'est pas la même chose que quand elles prennent chacune leur copie et qu'ensuite il y a des retours qui se font. Ou dans des cas super tordus, alors voilà,
quand il y a de la synonymie, quand il y a de l'aliasing, hein, quand il y a plusieurs personnes qui désignent la même entité, par exemple, swap foufou. Ouh, ça fait quoi ça? Ça fait des trucs marrants. Des trucs tellement marrants que Niklas Wirth a dit ouais, t'as pas le droit. Ok, d'accord. Respect, d'accord. Mais alors moi je te fais fou bar et fou base. Ah. Et là comment tu contrôles que bar et base sont différents, hein? À compile time. Ok. Et puis alors en Fortran c'est trop rigolo. Vous pouvez faire swap de 1,2. Waouh. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas ce que ça fait, mais ça fait mal aux yeux déjà quand on lit, mais bon. Et alors du coup toutes les maths se font. Et puis après, est-ce que tu continues avec 1 qui vaut 2? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Dans un langage comme IO, je serais pas étonné qu'on puisse, mais ici, je pense pas qu'on puisse. Et alors, il y a un truc qui tue. Hein, après le call by value result, by value, by result, by référence, etc. Il y a le call by name. Alors celui-là, il est assez difficile à comprendre, sauf si vous partez de l'idée que ah, ben c'est les macros. Et là, vous avez compris. Les macros, le call by name, c'est ici, vous passez foo, vous passez bar, et partout, ce que vous passez à foo, ça va être vraiment remplacé dans toutes les occurrences de foo et vraiment remplacé par toutes les occurrences de bar. D'accord? Et tous les défauts qu'on connaît des macros, c'est dû entre autres, il y en a d'autres, hein, mais c'est dû entre autres à ce passage par nom. Dans Algol 60, vous avez ça sans les macros. Ils ont réussi à faire ça au niveau des fonctions. Au niveau des fonctions, alors ça donne des trucs qui déchirent. Hein. Par exemple ici, vous avez une fonction pour faire somme pour k qui vaut de L à U, lower bound, upper bound, de AK. D'accord? Ça a l'air simple comme ça. Mais là où c'est rigolo, c'est quand vous regardez l'appel. Hein. K c'est l'indice. Ici vous passez l'indice et vous lui dites tu me feras la somme des grands V crochets de I. Vous imaginez le truc là? Le K qui est ici, il signifie I. Le AK qui est là, il signifie V crochet de I. Et quand vous êtes en train, alors, donc là, ça veut vraiment dire, hein, pour I qui vaut de 1 à 100, faire S est égal à S incrémenté de V crochet I. Ils ont mis des années à arriver à mettre au point le compilateur pour arriver à faire ça, sans blague. Hein. Mais c'est quand même un truc de tueur, quoi. Je ne connais pas de langage qui a encore ça aujourd'hui, à part CPP. Mais voilà, le genre de légitimation d'avoir le call by name, c'était ce machin-là qu'on appelle le Jensen device. Aujourd'hui, si on voulait faire ça, on ferait comment? La version New Age. La version, vous êtes quoi vous? Génération Z, c'est ça? Y encore? C'est quand l'upgrade? Quand est-ce qu'on me livre la version suivante là? Alors, dans la génération Y, on fait comment un truc comme ça? Bah, on a déjà un upgrade. Et on est dans la version transition là. Version de transition, d'accord. C'est entre Y et Z. X et Y, je vois bien la relation avec les chromosomes, mais alors les Z, je suis curieux de voir la tête qu'ils vont avoir. D'un point de vue séquentialisation génomique, ils doivent être intéressants ceux qui arrivent. Alors, comment on ferait un truc comme ça? Évidemment, on a encore envie de pouvoir écrire des trucs comme ça. Et d'ailleurs, on le fait. En C++, lui, il s'appelle accumulate, par exemple. C'est marrant que vous ne le voyez pas. Hein. Pardon? On passe V au lieu de VI? Ouais, non. Je veux dire, vraiment, ici, tu pourrais avoir un appel de fonction ou des trucs comme ça. Et comment tu ferais le cas général pour avoir la fonctionnalité équivalente aujourd'hui? Et honnêtement, une fois que je vais vous le dire, vous allez faire ah ouais, enfin pour ceux qui écoutent le cours, les autres, ça y est, c'est fini l'épisode de Game of Thrones. Ok, cool. Mais donc ou un truc plus moderne. Les lambdas. Bien sûr, les lambdas. Ici, vous passeriez une fonction anonyme. C'est quoi une fonction anonyme? À part être du code retardé. Et là, c'est ça que vous avez envie de faire.
vous n'avez surtout pas envie que le code soit évalué ici, vous avez envie que son évaluation soit retardée jusqu'à l'occurrence de AK. Et c'est ça qu'implémente ici le call by name. C'est le retard d'évaluation. Et quand vous voulez introduire un retard d'évaluation, aujourd'hui, ça veut dire que vous introduisez une lambda. Donc ça, on continuerait de l'écrire, mais pas comme ça. On mettrait une lambda pour temporiser. Alors, c'est là, on va... histoire de se marrer un peu, là. Alors, j'ai une variable t de type entier, j'ai une variable foo de type tableau qui va de 1 à 2 sur des entiers. J'ai une procédure qui s'appelle shootMy, et puis qui prend un x avec un certain mode. Et le mode, bah, ce sera value, value result, référence, etc. D'accord ? Ça passe x avec un certain mode et x est un entier. Ça fait foo de 1 qui reçoit 6, t qui reçoit 2, x qui reçoit x plus 3. Et puis ensuite, foo de 1 qui vaut 1, foo de 2 qui vaut 2, t qui vaut 1 et... elle est trop bonne. Hein. C'est peut-être maintenant que vous comprenez pourquoi ma variable s'appelle shootMy. Hein. Donc voilà, vous passez shootMy et vous lui donnez comme argument foo de t. Gros succès dans les transparents. Bon. Et là, on teste. Alors attention, hein, il se passe des trucs. Racontez-moi à la fin du code ce que vaut foo1, foo2 et t quand on passe par valeur. Quand x est passé par valeur. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Que vaut foo de 1 ici? Foo de 1 est initialisé à 1. Ici, quand on appelle la routine x, on lui donne foo de t qui est 1. Donc on lui donne foo de 1, c'est-à-dire on lui donne 1. X vaut 1 là, par copie. D'accord? X vaut 1. La globale foo 1, on la met à 6. T qui est une globale, on la met à 2. Et x qui est une locale, bah, on s'en fout. Autrement dit, on a modifié foo de 1 pour valoir 6. On a modifié t qui est une globale pour valoir 2. Et foo de 2, on n'y a pas touché. Par value res, comme dans algol W. Value result. Copy in, copy out. Foo de 1 vaut 4. Alors, foo de t, alors c'est trop compliqué, bon, on va regarder la réponse. Hein. Ok, alors, c'est que des trucs, parce qu'en plus la différence, là il y a deux value res qui sont différents en fonction du moment au moment où, de l'instant, est-ce que vous faites l'affectation chez l'appelant ou chez l'appelé? Bon, on va décoder celui-ci. Bon, foo de t qui vaut, foo de 1 qui vaut 6, ça on sait d'où ça vient. Ensuite, ici, foo de t, t c'est 1. Ici, on a changé t qui vaut 2. Donc, quand je sors, voilà, c'est ça. En algol W, la résolution de foo de t est faite à l'entrée et à la sortie. En ALDA, il est fait que à l'entrée. Donc, à l'entrée, foo de t, t vaut 1, on est en train de parler de foo de 1. Donc, on donne 1 comme argument rentrant. Mais t ici, on l'a changé, t qui vaut 2. D'accord? Et au retour, on réévalue la sémantique de foo de t. T vaut 2 maintenant. Donc au retour, c'est foo 2 qui va recevoir la valeur de x. Et la valeur de x, c'est x plus 3, 4. Comme c'est rigolo. Du coup, pour Ada, vous aurez compris que le résultat, c'est... Bah, cette fois-ci, le 4 qu'on a calculé ici, l'adresse d'écriture en sortie, c'est la même que celle qui a été calculée en entrée, c'est-à-dire avec t qui vaut 1, c'est foo de 1. Donc ici, on a bien stocké 4 dans foo de 1. Ensuite, par référence. On passe foo de t par référence, foo de t, t valant 1, c'est l'adresse de foo de 1. Foo de 1 égale 6, donc on met 6 dans foo de 1.
t, on met 2, mais x, c'est fou de 1 par référence. Donc on incrémente notre 6 par un magnifique 3. On se retrouve avec 9. Et en call by name, alors, on passe fou de t. Et moralement, imaginez que c'est une macro. Là où il y a marqué x, ça veut dire fou de t. D'accord? Donc là, on met 1 à 6. Ensuite, t, on met à 2. Et ensuite, fou de t, sachant que t est devenu 2, on est en train de travailler sur fou de 2. Fou de 2 valait 2 que j'incrémente de 3, il vaut 5. C'est beau, hein? Bon, honnêtement, lui, franchement, on ne le voit plus. Mais c'est pas tout à fait vrai. On le voit presque plus. En fait, où est-ce qu'il devient terriblement piégeux cet individu? C'est quand on est en train de faire des effets de bord, quand on est en train de mettre à jour des variables et tout ça. Autrement dit, tous les trucs horribles qu'on est en train de faire là maintenant. Mais le call by name, quelque part, si vous y réfléchissez, c'est aussi la sémantique des langages paresseux. Les langages paresseux, quand vous avez un appel de fonction avec des arguments, ils ne résolvent pas les arguments avant d'appeler la fonction. Ils donnent à la fonction les arguments non évalués. Et c'est du call by name. Sauf qu'on fait ça dans des langages propres dans lesquels on ne peut pas faire tous ces trucs épouvantables. D'accord? Donc le call by name, en réalité, continue d'exister. C'est comme ça que ça se passe dans les compilateurs ou dans les langages paresseux. Avec juste une petite optimisation qui est que c'est plus du call by name, mais c'est ce qu'on appelle du call by need. Le call by need, l'idée est simple, hein, c'est imaginez que vous ayez une boucle, bon, dans un langage fonctionnel, c'est un peu discutable, mais qu'importe, ça fixe les idées. Imaginez que vous ayez une boucle qui utilise l'argument x. Si x est un appel de fonction, c'est idiot de faire l'appel de fonction à chaque itération. Donc, vous passez l'argument non évalué, c'est-à-dire que votre fonction reçoit f de x, non évalué, mais ne fera qu'une seule évaluation de f de x qui va lui donner une certaine valeur, et après chacune des itérations, c'est cette valeur-là. On ne va pas faire les appels de fonction à chaque tour. C'est ce qu'on appelle call by need, c'est-à-dire c'est du call by name plus mémoisation. On garde le résultat de la résolution de l'appel. Un petit peu de sucre, bah ça, vous voyez, en ADA, vous pouvez préciser des valeurs par défaut, comme en C++, youpi, sauf que, bah voilà, ici, vous pouvez dire je veux afficher i avec un chiffre devant la virgule, 2 après la virgule et puis l'exposant. Voilà, si vous n'avez pas envie de préciser le 2 et 2 qui sont implicites, vous ne les précisez pas. Mais si vous voulez préciser que l'exposant, vous pouvez. Ici, vous avez la possibilité de nommer des arguments. Là, pour le coup, malheureusement, on ne l'a pas en C++. Bon, si vous êtes un hacker Perl, vous savez que vous pouvez passer une hache pour pouvoir faire des choses équivalentes. Mais bon, y a-t-il des hackers Perl? Ah, oui, j'aurais dû deviner. J'aurais dû deviner. Les fonctions. Bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose à raconter. Si, bon, ouais. En fait, les informaticiens, pour répondre à ta question, hein, les informaticiens, après 10 ou 15 ans, ils ont découvert qu'il y avait une touche qui s'appelait Caps Lock. Et on peut retirer ça. Et puis ils se sont mis à écrire en minuscules. La vie était beaucoup plus sympathique, brutalement. Ici, en Fortran, c'est le nom de la fonction qui... Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents langages. C'est le nom de la fonction qui sert de return pour dire voilà la valeur de ma fonction. En Algol, on avait ça. En Pascal, on a ça également. On n'a pas besoin de return. Ce qui est assez propre. Un seul point d'entrée, un seul point de sortie. Je sors de ma fonction par en dessous. Je décorrèle l'idée de return qui casse le flow d'exécution. Et return, c'est un goto masqué. Et en même temps, il véhicule le transport du fait que je retourne une information. Il fait deux choses différentes. Et bah, ma foi, le fait de ne pas obliger au return, c'est plutôt sain. Modula 2, ADA, bon, voilà. Truc vraiment marrant. Tiens, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait du n'importe quoi. On n'a aucune idée de l'ordre dans lequel les getC seront appelés. C'est totalement undefined, qui n'est pas tout à fait la même chose que non déterministe. Hein. Ça va vraiment finir. Ça vous donne un résultat qui est quand même toujours le même à chaque coup. C'est pas le compilateur. Enfin, c'est pas le programme qui à l'exécution lance un dé pour décider laquelle des possibilités il va retenir. Toujours la même, mais c'est non portable, c'est pas garanti. Même avec les options de compilation, hein, c'est un même compilateur selon le degré d'optimisation que vous lui demandez, ne va pas donner les mêmes choses.
Mais ça, vous le connaissez parfaitement parce que j'ai cru comprendre que ça vous avait été expliqué dans un cours de construction des compilateurs. Donc c'est on purpose de façon à ce que le compilateur ait une certaine liberté de mouvement sur comment faire les choses pour essayer de les optimiser. Les effets de bord, il y a des gens qui sont très critiques vis-à-vis du fait que des fonctions puissent avoir des effets de bord. Et c'est le cas par exemple d'un langage qui s'appelle FL. Dans FL, si vous écrivez du FL propre, vous avez deux choses différentes. Vous avez les procédures et vous avez les fonctions. Les procédures ne retournent pas de valeur. Et les fonctions, voilà, les procédures ne retournent pas de valeur, mais du coup, évidemment, on s'attend à ce qu'elles aient des effets de bord. Et les fonctions ont une valeur de retour, mais elles sont interdites d'effets de bord. Elles ne sont pas interdites strictes au sens où ce n'est pas vérifié par le langage, mais si vous respectez la philosophie du langage, vous vous interdisez les effets de bord dans les fonctions. Et du coup, par exemple, getC est une aberration pour le monde FL. getC fait un effet de bord. Allez regarder ce qui se passe sur le flux dont on parle, et en même temps, vous retournez la valeur. Ben, en FL, ce serait typiquement read caractère qui ne retourne rien du tout, qui va lire le caractère suivant, et après, vous appelez la fonction last caractère qui vous donne le dernier appel, la dernière valeur qui a été faite. Ça a l'air vachement lourd, mais en réalité, c'est assez agréable de pouvoir reposer sur des conventions aussi strictes, et après, vous savez que un appel de fonction, c'est quelque chose de gratuit, vous le savez, à la différence d'une procédure, d'une procédure, oui. Dans les fonctions, vous n'avez pas le droit à out en ADA, mais vous avez quand même droit au global. Bon, c'est des détails sur les effets de bord. On a déjà parlé pour certains d'entre vous des attributs const et pure en C ou en C++. Les fonctions utilisées par valeur, alors à quoi ça sert d'avoir le fait de pouvoir passer des arguments qui sont des fonctions, comme par exemple ici. Je passe une fonction x qui prend un entier, et un flottant et qui me retourne un flottant. Qu'est-ce qu'elle est supposée faire cette fonction ici? Je voudrais que tu me calcules la différentielle f de x en x avec un petit delta h. Bon, si h vaut 0, oui, votre division par 0, elle va avoir une sale tête, donc vous ne le faites pas. Mais sinon, vous appelez f de x plus 1, f de x plus h, dont vous soustrayez f de x, et puis vous faites le truc habituel pour calculer la différentielle. Et puis voilà, ça permet d'écrire des choses relativement propres. On peut passer des fonctions. On a envie de pouvoir travailler à l'ordre supérieur. Ça sert vachement, les programmes anonymes aussi, même dans un truc aussi brutal que Perl, quand vous voulez faire, je sais pas, un getOpt. Un getOpt en Perl, ça va typiquement ressembler à ça. C'est l'équivalent d'une hash, enfin c'est une hash d'ailleurs. Vous passez une hash pour dire si l'utilisateur a tapé ---- version, alors il faudra appeler la routine qui s'appelle version. S'il tape --help, il faudra appeler usage. S'il a passé un libdir avec un argument de type de chaîne de caractères, tu seras gentil d'aller le stocker dans la variable libdir. Si jamais il a tapé --foreign, tu seras gentil d'exécuter la fonction anonyme qui set strictness à foreign, etc. Bon. Voilà, c'est pratique pour pouvoir dire les choses de façon concise. Les langages fonctionnels d'ordre supérieur, ceux qui ont la structure de bloc, c'est-à-dire qu'on a les mêmes droits à tous les niveaux et en particulier le droit de mettre des fonctions à l'intérieur des fonctions. Je vais un petit peu vite parce que ça, c'est des choses, on les a vues récemment en cours de construction des compilateurs, on n'est pas obligé de prendre très longtemps. Mais voilà, j'introduis le type fonction comme étant intFun, des fonctions qui prennent des int et me produisent des ints. Add est une fonction qui prend un entier et me retourne une int fun. Et qu'est-ce qu'elle fait ici? La fonction qu'elle me retourne, c'est la fonction qui va me faire l'incrément avec l'argument qu'on lui a donné. Cette fonction, on l'avait appelée addGen il n'y a pas si longtemps dans notre cours de construction des compilateurs. Add 5, add 10, 20, c'est add 10 plus add 5 sur 5. Et puis voilà. Vous avez ici la garantie, ça devrait être écrit à certes, mais vous avez bien le fait que 20 est égal à 20. Comment ça marche? Il nous faut des clôtures, il nous faut les closures, et ça vous savez déjà, et vous savez aussi que en C++, les lambdas sont obligés de faire ça, et les lambdas sont implémentés comment? Rappelez-moi. Rappelez-moi comment les lambdas sont implémentés en C++. Sont des classes anonymes. Les lambdas sont des classes anonymes avec un opérateur parenthèse. Et la classe anonyme, elle a quoi comme attribut? Les gens qu'on doit capturer.
Pourquoi c'est un objet? Parce qu'il faut qu'on capture des gens, comme par exemple le 5, le 10, qui vont être capturés ici par le biais du n. Et donc là, derrière, si on était en train de faire des lambdas de C++, on aurait une classe anonyme avec un attribut n qui serait initialisé ici à 5, là à 10, et puis un opérateur parenthèse qui fait quoi? Qui fait la fin du calcul, c'est-à-dire la fonction qui est ici. D'accord? Alors, un autre exemple bien tordu. Là, dans ce jeu de planches, là, il y a quand même quelques exemples qui ne sont pas piqués des hannetons. La fonction loop, elle regarde z, et si z est strictement positif, elle le retourne, sinon elle part en boucle. En boucle fonctionnelle. La fonction f, alors attention, elle prend x, mais elle regarde d'abord si y est plus grand que 8, auquel cas elle retourne x, et sinon moins y. Qu'est-ce qui se passe si vous faites f de loop de y? Imaginons qu'on soit dans Tiger, ou dans Camel, ou dans C, ou dans Java, ou dans C#, ou dans la vaste majorité des langages stricts. Alors on va évaluer loop de y. Y vaut 0, qui n'est pas strictement positif, donc on appelle loop de y à mort. Imaginez maintenant que vous soyez dans Haskell ou dans un autre langage, cette fois-ci paresseux. On va appeler f en lui passant comme argument x, loop de y. Si y est plus grand que 8, ce qui n'est pas le cas, on retourne moins y. Autrement dit, ici on va retourner 0 et ça y est, c'est terminé. On n'est pas passé dans la branche qui est ici, qui aurait été l'instant où on aurait évalué x qui vaut loop de y. D'accord? Donc là, vous le voyez, c'est les appels paresseux, c'est vraiment le call by name qu'on a vu tout à l'heure. Comment c'est implémenté le call by name? En réalité, des gens comme ça, le call by name, ça retarde les évaluations, de façon à pouvoir les faire rentrer. Et retarder les évaluations, ça veut dire que ça a transformé en les objets inertes. Les variables en fait deviennent des fonctions et elles seront évaluées au moment où on aura besoin d'elles. Et le call by need, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça s'appelle un thunk. Le thunk sera évalué une seule fois puisqu'il y a mémorisation. Un petit peu de Haskell, tiens. Mais c'est pas moi qu'il faut regarder, hein, c'est Haskell. Alors, EasyDiff, comme son nom l'indique, normalement, assez facilement, vous avez vu ce que ça faisait. C'est la fonction différentielle qu'on a vue tout à l'heure. Et la question, c'est... je vous montrerai ce que c'est que cet article numéro 3, parce que les gens qui sont intéressés par à quoi ça sert la programmation fonctionnelle, c'est un article pas très long, je me souviens plus combien, mais il n'est pas très long, il est incroyablement intelligible. Il est écrit par les tout meilleurs du domaine et il vous montre pourquoi la programmation fonctionnelle compte. Et c'est un article qui doit avoir maintenant 15 ans facile. Hein. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus passé dans les mœurs qu'autrefois, mais vraiment beaucoup plus qu'auparavant. Mais il y a encore des choses à découvrir. Alors, EasyDiff, donc il fait une différentielle de f au point x avec un delta de h. Alors, differentiate, alors là, ça commence à être assez funky. On est en train de faire map de EasyDiff, de repeat de half. Et alors surtout, là, on a repeat. Regardez bien repeat. Il prend un argument, enfin, il prend une fonction. Il prend un argument et il retourne une liste qui commence par l'argument, concaténée à un appel récursif de repeat avec toujours ma fonction f et f de a. Autrement dit, on est en train de fabriquer la liste qui commence par A, puis FA, puis F2, F exécuté 2 fois sur A, F exécuté 3 fois, etc. Donc là, vous prenez n'importe quel langage dont vous avez l'habitude en dehors d'Haskell, ça y est, c'est fini, et vous avez bouffé toute la RAM en appel récursif. On est vraiment, réellement en train de discuter ici, pas fabriquer, mais on est en train de discuter d'une liste infinie.
et toute la puissance du fonctionnel paresseux, c'est de pouvoir manipuler des entités comme ça. Et alors le truc qui est marrant, c'est qu'après, on va commencer alors differentiate, lui, il appelle ce repeat. Vous regarderez plus dans les détails comment fonctionne ce petit bout de code, mais fondamentalement, ce petit bout de code, il est en train de fabriquer des approximations successives de la différentielle de notre fonction en un point donné, jusqu'à ce qu'un critère de convergence, si vous voulez, soit obtenu. Et ce qui est élégant, c'est la façon dont est géré le critère de terminaison. Le critère de terminaison, ici, vous avez deux critères différents. Within, epsilon. Within epsilon, il travaille comment? Il prend une liste dont il extrait les deux premiers arguments qu'il appelle A et B, et puis il y a le reste de la liste. On aurait pu l'appeler tail pour être plus conventionnel. D'accord? Donc vous avez l'argument, le premier argument, le deuxième argument, et puis le reste. De deux choses l'une. De deux choses l'une. D'accord? Ou bien la valeur absolue, ou autrement dit la distance de A à B est plus petite que epsilon. Dans ce cas-là, j'estime que ça y est, ma suite a convergé suffisamment par rapport à mon degré de finesse, et je considère que mon résultat c'est B. Ou bien, ma liste est pas, ma distance entre mes approximations successives n'est pas suffisamment fine, auquel cas, il faut que j'aille plus loin, c'est-à-dire que je jette A et je relance mon appel de within sur la suite dont j'ai dégagé le premier individu. Et ici, vous en avez un autre qui est relatif ici. Votre epsilon, il n'est pas absolu sur la différence, il est relatif par rapport à la valeur absolue de B. Et voilà comment ensuite vous pouvez facilement écrire des fonctions qui se composent en fabriquant vos listes et puis en donnant à votre fonction qui est en train de faire la différentielle votre critère de terminaison, etc. C'est assez épatant, c'est très très joli tout ça. Bon, je ne vais pas continuer là-dessus. Continuez d'aller voir. Hein, allez regarder comment on peut manipuler ce genre de construction, c'est très joli. Mais vraiment, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande non pas mes transparents, là, mais plutôt d'aller voir 3. Et 3, c'est Why Functional Programming Matters. C'est une lecture très très saine. Est-ce que vous avez une question? J'ai 24 minutes pour y répondre, donc surtout vous gênez pas. Hein. Alors si c'est l'alphabet, il aurait fallu me la demander il y a 2 minutes, là c'est trop tard. L'alphabet à partir de C, je devrais pouvoir... Ouais, je peux tenter ça. Mais en majuscule, bien sûr. Hein. Ok. Bon, ben, je vous remercie pour votre exceptionnelle attention aujourd'hui. À bientôt.